C'est le dernier Bienvenue. webinaire programmé par The Happy Collective et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Leclanche qui va vous parler de la qualité de vie au travail au travers des aménagements et aussi des protocoles de retour au bureau post-confinement. Voilà, donc un sujet vraiment d'actualité. Alors, pour ceux qui n'ont participé à aucune visioconférence, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous, mais au cas où, on va quand même faire un petit retour sur The Happy Collective, qu'est-ce que c'est? Alors, The Happy Collective, c'est un collectif d'experts. Et ces experts traitent de différentes thématiques qui ont tout un rapport avec le bonheur au travail. Donc, notre vocation, ça va être d'accompagner les dirigeants humanistes dans l'évaluation du bonheur de leurs employés au travail et d'implanter des solutions qui sont basées sur l'intelligence collective des employés avec l'intervention d'experts. Alors, il y a beaucoup d'experts dans ce collectif. On a, donc je parlais de Louis, notre rhéniologue. On a Stéphane qui est chasseur de stress. On a Bernard qui est médiateur. On a Gaëlle que vous avez pu voir dans le webinaire avec tout le monde, qui est notre comédienne formatrice. Estelle, notre naturopathe. On a Perrine qui est notre posturologue ergonome orthoptiste. On a des experts de la cohésion d'équipe comme Guillaume, de la culture d'entreprise comme Caroline, du bien-être comme Nathalie, de la gouvernance partagée comme Dimitri, de la gestion des émotions. Et aujourd'hui, c'est Béatrice qui va préparer votre retour au bureau. Alors Béatrice, c'est notre experte en aménagement des espaces de bureau. Elle associe plusieurs compétences, le space planning, le design d'espace et l'art, c'est une fan d'art, dans une démarche d'innovation sociale, éthique et écologique. Alors voilà pour la présentation. Juste un petit point technique habituel. Vous avez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions sur l'espace Q&A de Zoom à tout moment, éventuellement dans l'espace conversé, et Béatrice y répondra en fin de webinaire. Voilà, Béatrice, c'est à toi. Merci Florence. Donc, un petit tour sur Awen pour vous expliquer grosso modo ce que c'est. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans. Et donc, j'accompagne les entreprises dans l'aménagement de leurs espaces au regard donc de tout ce que l'on peut imaginer comme intervention de différents experts. Donc, je suis un peu le chef d'orchestre de ces experts. Et avec tout cela, donc l'idée étant de faire de la conduite du changement. Donc, nous allons aborder 4 points. Donc, les généralités sur la QVT, l'aménagement des espaces sous l'angle de la QVT avant la crise du Covid-19. Si tant est qu'elle ait été modifiée ou changée, nous allons en parler. Quelles sont les mesures d'urgence à mettre en place pour accueillir les salariés après le déconfinement, puisque là, c'est quand même la grosse question qui se pose actuellement pour les entreprises. Et comment aménager les espaces au regard des nouveaux modes de travail qui devront être mis en place. En tout cas, les questions se posent sur la continuité du télétravail. Donc, si nous parlons donc QVT, donc la définition de l'ANACT et de l'accord national interprofessionnel, donc l'ANI, la qualité de vie au travail correspond à un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication et le degré d'autonomie. Donc ça, c'est, on va dire, la définition de la qualité de vie au travail. Donc maintenant, on va venir plus particulièrement parler donc des différentes items en fait que concernent la qualité de vie au travail. Et là, sur cette marguerite, vous voyez qu'il existe 6 rubriques qui permettent d'agir sur les volets de la qualité de vie au travail. Nous nous intéressons particulièrement, nous aujourd'hui, à la santé au travail, qui est en fait qui concerne précisément le confort et la sécurité au travail. Bien évidemment, il existe de multiples interactions avec les autres volets, comme ceux du management participatif ou des relations au travail, puisqu'en fait, l'idée, bien évidemment, quand on parle qualité de vie au travail, c'est que tout est imbriqué et que lorsque l'on mène des actions et qu'on cible des actions,
évidemment, ça a des répercussions sur tous les volets qu'on peut imaginer. Ici, vous voyez la pyramide des besoins de Maslow. En termes d'aménagement, on voit ici le lien direct entre la pyramide de Maslow et la qualité de vie au travail. La QVT, en fait, concerne, entre autres, l'environnement physique de travail, c'est-à-dire la qualité de la lumière, de la thermique, de l'éclairage, de l'air, de l'acoustique, de la décoration, de l'aménagement, etc. D'autre part, elle comprend une composante psychosociologique qui renvoie à la partie supérieure de la pyramide des besoins de Maslow. La satisfaction dans sa relation avec les autres, le sens du travail, l'accomplissement personnel, la reconnaissance, autre que salariale. Et donc là, on voit bien que l'impact en fait, de la qualité de vie au travail touche tous ces besoins qu'ont les humains, en fait, et notamment au travail. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Ici, on va parler notamment sur le deuxième point. Une fois que j'ai parlé de ces généralités en termes de qualité de vie au travail et de ce que ça peut comporter, on va parler plus particulièrement de l'aménagement des espaces de travail et voir que les critères de bien-être des salariés, et là c'était une source Actineo de la fin 2019, donc avant le Covid-19. Donc là, on voit quelles étaient les réactions en fait par rapport au bien-être de l'aménagement que peut procurer un aménagement qui soit bien conçu auprès des salariés. Donc, on voit bien ici que 95% des salariés et des collaborateurs estiment que l'espace de travail procure du bien-être et impacte leur performance. 89% des salariés estimaient que la qualité de vie au travail pouvait avoir une interaction forte avec les collègues et donc générer de bonnes relations avec eux. Et enfin, 28% des collaborateurs estimaient que la qualité de vie au travail était un des premiers facteurs de satisfaction avant même la rémunération. Donc, on voit bien que l'espace de travail était d'ores et déjà un atout pour l'entreprise pour avoir l'adhésion des salariés et leur procurer un bien-être. Donc, la qualité de vie au travail et l'aménagement, on voit selon les salariés que ça correspond à 7 usages de l'habitat professionnel. C'est-à-dire qu'il a été déterminé par ces mêmes salariés que pour que la qualité de vie au travail soit présente dans l'entreprise, il fallait que cela réponde à ces 7 usages. Les 7 usages, c'est partager, accueillir, imaginer, piloter, collaborer, se ressourcer et se concentrer. À partir du moment où l'entreprise met à disposition les espaces nécessaires pour pouvoir avoir ces 7 usages, eh bien, les salariés, enfin les usagers des espaces considèrent qu'on atteint une bonne qualité de vie au travail. Pourquoi ? Parce que ces 7 usages permettent de satisfaire les 4 piliers du bien-être au travail. Le premier pilier, c'est celui de la santé. Donc la santé, eh bien, c'est tout simplement d'imaginer des espaces où l'on puisse se reposer, des espaces qui soient ergonomiques, confortables, et qui puissent, où il y a une présence de plantes, puisqu'on sait que la présence de plantes dans un environnement de travail permet donc de se sentir mieux. Et donc, tous ces éléments-là font que vous avez, ça répond déjà à ce pilier-là. On voit bien que, comme là on parle d'une étude fin 2019, on voit bien que la notion de santé, elle n'est pas aiguë comme elle peut l'être aujourd'hui. Et là, on va en parler plus tard.
Il y a aussi donc le pilier de la liberté. Alors là, c'est comment des espaces de travail peuvent permettre aux salariés d'avoir ce sentiment de pouvoir être mobile, avoir une certaine indépendance en termes de lieu, c'est-à-dire de pouvoir travailler soit dans des espaces dédiés à des projets collaboratifs, éventuellement pouvoir, pourquoi pas, télétravailler, voire travailler en espace coworking. En tout cas, ce pilier-là est bien évidemment intimement lié au fait de cette capacité de l'entreprise à pouvoir faire confiance à ses salariés. Ensuite, vous avez le pilier de la communauté, le sentiment d'appartenance. L'idée, évidemment, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est aussi l'idée que lorsque l'entreprise met les moyens pour pouvoir répondre à ces attentes-là, eh bien, en fait, elle crée un environnement favorable qui permet en fait aux personnes de se sentir suffisamment bien pour se sentir vivre dans une communauté. Et dans ces espaces-là, pouvoir se réunir dans des espaces dédiés, comme des espaces de convivialité, des espaces de cafétéria, des choses qui permettent en fait aux gens de se retrouver. Et enfin, vous avez le pilier de la synergie, où là, en fait, c'est pouvoir aménager des espaces où la créativité va pouvoir se mettre en place, permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir, de ce fait, innover. Et donc là, dédier des lieux pour cette partie-là, ben, ça permet là encore d'avoir ce sentiment pour le salarié d'être dans un environnement bienveillant. Aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous vivons une crise qui n'a pas de précédent. Hein. Nous avons tous été sidérés par ce qui nous est arrivé. Donc, nous avons été confinés, ça fait 2 mois. On nous parle de déconfinement, mais alors, quid du déconfinement en ce qui concerne les entreprises? Comment réintégrer finalement les salariés? Est-ce que les salariés ont envie de revenir dans les espaces de travail? Est-ce que l'entreprise va savoir mettre les moyens sécuritaires autour donc, de cette reprise du travail en présentiel? Voilà, donc toutes ces questions-là se posent. Nous les posons, nous, chefs d'entreprise et pour accueillir les salariés, mais vous les posez aussi, vous, salariés, évidemment, par rapport à vos entreprises. Vous n'avez peut-être pas encore les réponses d'ailleurs, donc vous ne savez toujours pas si oui ou non vous allez pouvoir réintégrer les bureaux et donc voilà, les questions se posent. Et donc, il existe des mesures de sécurité pour accueillir les salariés après le déconfinement et ces mesures, évidemment, ça concerne des équipements. Donc, on est tous au courant qu'évidemment, il faut du gel hydroalcoolique, il faut donc de la signalétique, il faut potentiellement des masques. Et il existe le protocole national de déconfinement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, c'est-à-dire en début de cette semaine, le gouvernement a publié ce protocole pour permettre aux entreprises d'avoir un guide en fait pour la reprise et pour savoir comment les salariés peuvent réintégrer leurs espaces de travail. Donc là, en fait, concernant ce protocole, il y a 7 thématiques, 3 obligatoires et 4 possibles. Donc là, je vais pouvoir vous donner les 7 thématiques abordées par ce protocole. Donc, nous avons la limitation du nombre simultané de personnes dans un même espace. Donc, c'est-à-dire que le protocole indique qu'il faut 4 mètres carrés par personne de façon à garantir qu'il n'y ait pas de contact autour de ces salariés.
la gestion des flux dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir imaginer dans l'entreprise des chemins en fait, de circulation pour éviter que les gens se croisent, notamment. Évidemment, le troisième point obligatoire, c'est la gestion du nettoyage et la désinfection des locaux. Donc ça, il y a une obligation forte là-dessus, forcément. Et ensuite, vous avez les protections individuelles. En fait, au-delà du fait d'avoir à disposition des distributeurs de gel, bien sûr, hydroalcoolique, vous avez aussi le port du masque. Alors, mais le port du masque, en fait, n'est pas une obligation. Dans le protocole, il est bien indiqué que ça n'est pas une obligation. Malgré tout, ça peut être recommandé. Il existe aussi les tests de dépistage. Alors là, par contre, ça n'est pas autorisé. Le protocole en parle pour signifier aux entreprises que ça n'est pas quelque chose qu'il faut systématiser du tout. Il y a la procédure de prise en charge des personnes malades. Donc là, il y a une procédure qui est indiquée dans ce protocole. D'ailleurs, protocole que vous pouvez vous pouvez avoir l'accès à ce protocole en allant sur le site du gouvernement pour avoir toute la procédure. Et la prise de température qui est possible mais déconseillée. Donc voilà, donc le protocole en fait entoure de certaines indications comment revenir au travail et comment l'entreprise doit mettre à disposition les éléments pour pouvoir sécuriser le travail. Et donc là, en fait, quand on voit ça, c'est après comment concrètement ça va se passer pour se réunir notamment. Eh bien, si on doit mettre en place le protocole dont on vient de parler, et notamment les 4 mètres carrés par personne, ça veut dire que, par exemple, on peut retrouver le chemin de nos salles de réunion. Si on est en posture de salle de réunion classique, eh bien, dans ce cas-là, on peut, par exemple, pour une salle de 20 mètres carrés qui accueillerait une douzaine de personnes, eh bien, désormais, pour pouvoir accéder à cette salle de façon sécurisée, eh bien, en fait, il faudra imaginer avoir une salle qui va permettre de se réunir à 4 ou 5 personnes maximum. Donc là, évidemment, si on veut potentiellement imaginer des salles de travail et de réunion qui puissent être un peu plus sécurisantes, en fait, on peut imaginer aussi les équiper différemment. Et plutôt que la table traditionnelle, donc d'amener de ce type d'équipement, des chaises donc, avec table écritoire et roulettes, qui permettent d'avoir de la mobilité et qui permettent de pouvoir gérer l'espace de façon plus adaptée à ces contraintes-là. Ensuite, vous avez les open space. Donc, les open space. Ici, là, vous avez un schéma qui a été comment dirais-je, publié, en fait, c'est un schéma, en fait, d'un open space qui existe donc, en Corée du Sud. Et là, on voit, en fait, ce que vous voyez sur les bureaux que vous voyez dans l'open space, qui est extrêmement dense, comme vous pouvez le voir, hein, parce qu'il y a une optimisation des mètres carrés absolument hallucinante dans cet open space. Eh bien, on peut voir que en fait, le Covid-19 s'est propagé, puisque ce sont les bureaux que vous voyez en bleu, s'est propagé d'une façon très, très importante parce que densification des espaces. Et donc, l'open space, on peut le voir là, peut être évidemment un endroit qui va être plus particulièrement amené à pouvoir propager ce virus si tant est qu'il y ait quelqu'un d'infecté. Donc, eh bien évidemment, là, on peut voir que pour les open space, il va falloir réinventer aussi les aménagements et imaginer des open space beaucoup plus aérés, spacieux, ce qui va un petit peu à l'encontre de l'optimisation à tout crin donc des open space. Donc, mais en tout cas, ce sera probablement
à l'avenir, ce qu'il va falloir imaginer, c'est-à-dire refaire en fait des open space qui seront moins denses, qui permettront cette distanciation en fait nécessaire pour aujourd'hui, mais finalement en fait on se pose la question aussi à savoir si demain ce ne sera pas non plus la règle en fait qu'il va falloir mettre en place. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait ici là on peut voir que l'espace de travail va devoir probablement être un sujet à traiter, non pas tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'urgences à gérer actuellement, mais en tout cas, ce sera forcément un sujet extrêmement important à gérer et qui va profondément modifier notre façon d'aménager les espaces, nous en tant que professionnels, et les entreprises aussi à se poser des questions sur l'avenir de leurs espaces de travail. Donc, demain, au regard de toutes ces profondes mutations et changements du fait de cette crise, probablement que ce qui se sous-entendait il y a encore de cela quelques mois sur les nouveaux modes de travail, le télétravail, le flex office par exemple, tous ces nouveaux modes de travail vont probablement être de mise et avoir un effet d'accélérateur en fait dans la mise en place des espaces. Donc en fait, on peut imaginer que demain, l'entreprise va beaucoup plus aller vers ce système de télétravail, on a tous subi cette violence du confinement où il a fallu gérer le télétravail avec tout ce que ça peut comporter en fait de problématiques, de problématiques liées aux équipements. On n'avait pas forcément tous chez soi les équipements nécessaires. Et puis aussi à l'environnement immédiat chez nous, avec les enfants, avec les conjoints, enfin, tout ce qui pouvait générer autour du travail chez soi, à domicile, des interférences qui n'étaient pas forcément évidentes à gérer. Donc là, le télétravail est devenu en fait un état de fait où il a fallu se contenter de cela. Et à ce moment-là, l'entreprise a pu voir que finalement, le travail pouvait se faire malgré tout dans des circonstances particulières, mais en tout cas, le travail était fait. Donc, qui peut potentiellement amener les entreprises à réfléchir sur le fait d'intégrer de façon plus systématique le télétravail dans sa stratégie, en fait. Et l'idée aussi, c'est que bien évidemment, le télétravail va amener les entreprises à réfléchir sur leurs environnements de travail et probablement nous, en tant que spécialistes, on va pouvoir proposer des espaces qui seront vus différemment par rapport au fait d'avoir moins de présentéisme et qu'avec les collaborateurs, pouvoir imaginer leurs espaces de travail de façon totalement différente. Accentuer probablement les espaces collaboratifs, donc diminuer le nombre de postes de travail puisque potentiellement un peu plus de télétravailleurs, donc un accueil des télétravailleurs qui va être différent. Évidemment, pour mettre tout ça en place, il faudra probablement, de toute façon, et ça on l'a déjà constaté, avoir une DSI opérationnelle et réactive. Donc en fait, il va falloir probablement accentuer l'espace, en tout cas qu'il y ait une continuité entre les outils informatiques de l'entreprise vers la maison. Impliquer le top management, ça c'est indispensable pour que les espaces de travail qui ont été co-construits avec les salariés puissent avoir l'adhésion totale. Intégrer, puisque là maintenant on a pu s'apercevoir que l'environnement de travail
évolue, mais aussi que cette parenthèse de 2 mois dans le monde entier a généré en fait pour la planète une respiration qui nous fait penser qu'il va falloir faire en sorte que dans l'avenir, ça puisse ça puisse perdurer. Il y a eu une prise de conscience collective qui fait qu'on a commencé à consommer un peu différemment, c'est-à-dire d'aller plus vers le local par la force des choses, mais ça nous a mis aussi dans la perspective qu'il fallait continuer ce type d'action-là. Et donc, nous, en tant qu'aménageurs d'espace, on peut se poser la question aussi de comment on peut avoir un impact positif sur la planète en travaillant avec des matériaux recyclés, en travaillant avec des mobiliers qui seraient issus de matériaux recyclés, en travaillant avec de l'éco-conception, de la fabrication française et pour l'ameublement. Et donc tout ça, ce sont des réflexions profondes. Je pense que ça touche énormément maintenant notre secteur aussi d'activité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui va s'ancrer pour l'avenir. Et enfin, accompagner les collaborateurs dans la conduite du changement. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous vécu le télétravail plus ou moins bien, avec plus ou moins de facilité. Mais en tout cas, toute cette histoire vécue nous aura fait prendre conscience qu'on ne peut pas télétravailler avec autant de facilité que l'on pouvait l'imaginer. Il va falloir que tout ça, ça soit accompagné, que l'on accompagne le retour au bureau, mais que l'on accompagne aussi le télétravail et que ça devienne quelque chose qui soit ancré dans l'entreprise, mais d'une façon plus concertée et plus accompagnée que ça n'était auparavant. Et donc, accompagner comment? Avec, pourquoi pas, une continuité de la qualité de vie au travail jusqu'à la maison. L'entreprise se doit d'accompagner l'aménagement de l'espace de travail chez les télétravailleurs. Tout simplement parce que, là encore, l'expérience vécue a montré que la plupart d'entre nous n'étions pas équipés suffisamment bien pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions. Donc, ça a amené énormément de fatigue, au-delà du fait d'utiliser énormément les écrans, notamment pour se réunir, voilà, ce qui peut générer beaucoup de fatigue. Mais au-delà de ça, c'est aussi directement lié à notre posture assise, à notre équipement en général. À partir du moment où on va commencer à télétravailler de façon plus systématisée dans l'entreprise, on pourra imaginer équiper les salariés chez eux avec notamment, dans un premier temps, des sièges ergonomiques qui permettront d'avoir un bon maintien. Ça, c'est une des choses indispensables à avoir chez soi. Pourquoi pas un bureau dynamique réglable en hauteur, puisque ça permettrait aussi d'avoir une posture moins statique, parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, dans mon cas, je ne suis pas équipée de ce type de mobilier et je me suis aperçue que rester statique et pendant 8 heures, voire 10 heures quelquefois par jour devant mon écran, eh bien, m'amener à avoir des maux, en fait, au niveau du dos, au niveau des lombaires, des cervicales, que je ne connaissais pas parce que j'étais auparavant, hors du confinement, beaucoup plus active et beaucoup plus mobile. Et donc, ça sous-entend qu'il va falloir, en effet, équiper les télétravailleurs différemment d'aujourd'hui. Puis aussi, bien évidemment, que le matériel du télétravailleur soit vraiment complet et
et qui lui permettent d'être totalement autonome dans un environnement agréable tant que possible, et qui correspondent à l'identité et puis à la personnalité du télétravail. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le télétravail et sur ce qui serait bon en fait de mettre en place chez les salariés qui seront désormais peut-être amenés à faire un peu plus de télétravail qu'auparavant. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'environnement de travail et sur la qualité de vie au travail, que ce soit avant ou après le Covid. De toute façon, ce sont des notions qui sont extrêmement importantes à mettre en place par les entreprises auprès de leurs salariés. Bon, merci déjà pour ces explications, Béatrice. J'espère que vous, les participants, vous avez déjà une idée plus claire finalement des gestes et des aménagements à prévoir lorsque vous reviendrez au bureau, au moins pour être en sécurité. Première question, Béatrice, est-ce que vous pensez que les entreprises vont proposer le télétravail plus systématiquement aux salariés? Eh bien, en fait, je pense qu'en effet, il s'avère que le télétravail, alors, d'une part, pour répondre aux problématiques de sécurité au travail, il est fort probable que les entreprises vont se poser la question à savoir si elles ne doivent pas, justement pour pouvoir répondre aux protocoles donnés par le gouvernement, il va falloir bien évidemment que le télétravail perdure dans ce cadre-là. Mais pas seulement. Je pense qu'à partir du moment où il va y avoir des habitudes ancrées, là où elles avaient des réticences auparavant, puisqu'il y avait de fortes réticences au télétravail pendant tout un temps, je pense que là, maintenant, c'est bien évidemment, l'entreprise va être moins encline à avoir du présentéisme à tout crin parce qu'en fait, elles s'aperçoivent que les télétravailleurs peuvent être aussi productifs, voire peut-être même quelquefois même plus productifs quand ils sont chez eux que lorsqu'ils sont dans l'entreprise, puisque dans l'entreprise, ils sont amenés à être beaucoup plus sollicités, beaucoup plus comment dirais-je, perturbés, que lorsqu'ils sont chez eux, dans un cadre évidemment sans les enfants, enfin voilà, donc, évidemment. Mais il faut savoir aussi que, en fait, le télétravailleur, il y a aussi une réalité, une certitude pour moi, c'est que le télétravail ne peut pas non plus être, n'est pas la panacée, n'est pas quelque chose qu'il faut systématiser d'une façon complète. C'est-à-dire un télétravailleur doit pouvoir regagner son entreprise au moins 2 jours par semaine. Pourquoi? Je pense que la bonne méthode, c'est 2-3 jours de télétravail par semaine, pas plus, parce que ça permet en fait aux télétravailleurs d'avoir son ancrage dans l'entreprise et ce sentiment d'appartenance dont je parlais tout à l'heure, qui est primordial en fait pour pouvoir avoir une interaction et puis avoir une interaction avec ses collègues. On voit bien que là, c'est ce qui nous manque le plus, hein, de pouvoir être en face à face avec nos collègues et puis de pouvoir converser avec eux, de pouvoir échanger. Et la créativité peut être… on a vu pendant ce confinement que la créativité était de mise, puisqu'on a vu plein de gens faire plein de choses extrêmement intéressantes, mais malgré tout, elle doit se nourrir, cette créativité. Et sans rencontre, elle peut quand même difficilement le faire. Donc, le télétravail va devoir, de toute façon, à un moment donné, être quelque chose qui va s'ancrer, mais avec mesure. D'accord, merci. Pour rester sur cette thématique, est-ce qu'on a, je ne sais pas, des études déjà qui nous montrent que le télétravail est effectivement plus efficace que le travail au bureau tous les jours, ou pas encore? Alors, alors, justement, là, je pense que ce que l'on a vécu là va permettre de voir que… va permettre d'obtenir des études. Alors, il y a une première étude qui a été faite dernièrement et qui nous dit que, en effet, 6 personnes sur 10 se sont plus en télétravail, donc ont apprécié cette période de télétravail. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un engouement pour cela.
et donc, je pense que l'idée, en fait, c'est que on s'aperçoit, malgré que, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, le télétravail est productif, certes, mais qui peut mettre dans une situation de risques psychosociaux les personnes qui sont dans cette contrainte-là, en fait. Hein. Donc, en fait, là, c'est quelque chose il y a très probablement y avoir des études qui vont être publiées prochainement dessus, parce qu'il y a quand même c'est pas forcément quelque chose qui a été vécu parfaitement bien par tout le monde. Et donc là, il va falloir pouvoir mesurer tout cela, en fait, à l'avenir, avant de proposer aux salariés le télétravail systématiquement. Okay. Merci Béatrice. Autre question, le protocole annonce 4 mètres carrés par collaborateur. Est-ce réalisable quand on connaît le prix du mètre carré pour les entreprises? Alors justement, en effet, c'est toute la problématique et c'est pour ça qu'il va falloir probablement que les entreprises qui vont mettre le télétravail de façon un tout petit peu plus systématique auprès de leurs salariés revoient leurs espaces en intégrant ce que l'on appelle le flex office. C'est-à-dire que le flex office, c'est moins de bureaux, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre de bureaux par rapport au nombre de salariés. C'est raisonnable à partir du moment où on a des télétravailleurs qui peuvent aller et venir et leur proposer en fait des espaces d'accueil qui ne seront pas forcément des bureaux fixes classiques, mais qui peuvent être des endroits de coworking, enfin des espaces qui vont être étudiés différemment, où le salarié pourra venir travailler de façon un petit peu plus avec plus de mobilité en fait. Et donc, ça sous-entendra qu'on pourra respecter ces 4 mètres carrés par individu si on change et on métamorphose les espaces de travail de cette façon-là. C'est-à-dire créer des postes classiques mais flexibles, c'est-à-dire avec un turnover qui pourrait se faire dessus, et puis à côté de ça, créer des espaces d'accueil différents, collaboratifs, et donc qui permettront voilà, des accueils simultanés de personnes, mais aussi voilà, avec une gestion du nomadisme plus simple, en fait, plus sûre. D'accord. Merci Béatrice. Autre question, comment les entreprises vont-elles gérer les aménagements chez leurs collaborateurs à domicile? Le gouvernement, en fait, a donné des instructions pour dire qu'il fallait qu'en fait, chez les télétravailleurs, il se devait de donner la possibilité d'avoir des équipements qui lui permettent d'être autonome et de pouvoir travailler correctement. Donc ça, c'est quelque chose qui va commencer à être quelque peu légiféré, en fait. Maintenant, est-ce que l'entreprise va devoir ou va être dans l'obligation d'équiper, comme ce que je viens d'indiquer, complètement les salariés chez eux? Ça, on n'en est pas encore là, mais je pense que ça va venir. Et pour ce faire, je pense que et pour avoir cette continuité de qualité de vie au travail dont je parlais, ce sera probablement que le travail que l'on fait, nous, en tant qu'aménageurs d'espace et designers d'espace en entreprise, ou space planner, eh bien, en fait, il va falloir que l'on propose, nous, puisque c'est quand même nous qui devons être force de proposition là-dessus, c'est-à-dire que de proposer aux entreprises d'avoir cette continuité de service. C'est-à-dire qu'on fait l'aménagement et on fait les plans dans l'entreprise, et bien on fait aussi le plan et on fait le cahier des charges des équipements nécessaires au télétravail. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire probablement et qui pourra se faire probablement et qui permettra d'avoir cette continuité de QVT. D'accord, merci. Question subsidiaire par rapport à ça. Est-ce qu'on peut obliger son entreprise à équiper les employés d'un espace de télétravail? Eh bien, on peut, en tout cas, il y a des équipements de base qui sont nécessaires et obligatoires. Donc ça, oui, l'entreprise est obligée de toute façon
d'équiper les salariés avec des outils de travail. Aller jusqu'à l'équipement d'un bon fauteuil de bureau ou d'un bureau réglable en hauteur ou des choses comme ça, ou même la déco, ou le design d'espace autour de tout ça. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait pour l'instant des obligations de ce point de vue-là, mais ça pourrait le devenir. En tout cas, les entreprises qui sont conscientes que l'environnement de travail est un atout pour les collaborateurs et pour leur motivation et pour leur productivité, je pense que ces entreprises-là auront conscience qu'il faut aller jusque-là. Merci. Autre question. Est-ce que tu as déjà été sollicité sur des études de réaménagement en entreprise? Alors là, oui, alors pas encore en tant que réaménagement encore pour l'instant, parce que je pense que c'est un petit peu trop tôt par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'urgence de remettre au travail les personnes. Mais par contre, j'ai été sollicitée pour accompagner les salariés à revenir au bureau et mettre le protocole en question, là, de pouvoir l'étudier avec les salariés et savoir comment ils allaient pouvoir gérer justement leurs espaces de ce point de vue-là. Donc oui, là, il y a une sollicitation à ce niveau-là parce qu'en effet, les responsables RH se tirent un peu les cheveux et ne savent pas trop comment faire. Et ils ne savent pas trop non plus quel discours avoir auprès des salariés pour leur demander de revenir. Parce qu'en fait, il y a des salariés qui ne veulent pas revenir au bureau. Alors, il y en a qui le veulent, qui ont pris conscience de l'intérêt que ça pouvait avoir et que c'était possible, tout en restant en sécurité. Mais il y a des salariés qui ne veulent pas revenir. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le souci du moment. Et là, j'accompagne, je fais de la conduite du changement pour ces salariés-là, quoi. Enfin, pour l'entreprise et pour savoir comment faire en sorte que les salariés reviennent dans de bonnes conditions et reviennent avec l'envie de revenir. Je suppose que ceux qui sont en détresse psychologique par la solitude ou par la proximité avec des jeunes enfants vont être les premiers à avoir très envie de retourner au bureau. Tout à fait, pas oui. tous le confinement de la même façon. Non. Autre question, va-t-on revenir sur l'aménagement de bureaux fermés selon toi? Alors ça, c'est la grande question. Alors personnellement, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même un mouvement depuis quelques années vers des espaces plus ouverts, plus collaboratifs. Ça me paraîtrait un peu compliqué de revenir en arrière de ce point de vue-là. Même si, en effet, dans les études publiées dernièrement, enfin avant le Covid, il était avéré que les bureaux fermés étaient encore extrêmement plébiscités par les salariés. Vraiment, vraiment, vraiment. Sauf que je pense que les salariés qui sont dans des bureaux fermés ont beaucoup de mal à s'imaginer dans des espaces beaucoup plus ouverts, mais c'est parce que c'est souvent pas accompagné ou mal accompagné, en fait. Et lorsque l'on imagine des espaces de travail en étant en co-construction avec les salariés, moi, enfin en tout cas, tous les projets que j'ai pu faire dans ce sens-là et de cette façon-là, les salariés ont toujours adhéré, même les plus réticents au départ. Donc, c'est possible. Enfin, pour moi, le bureau fermé n'est pas la panacée, n'est pas quelque chose sur lesquels il faut revenir parce que c'est quand même. Enfin, il n'y a rien de pire dans une entreprise que d'avoir que des bureaux fermés avec des portes fermées. La communication ne passe plus et c'est toujours, même si les gens peuvent se concentrer peut-être plus facilement, certes, mais si on aménage bien un espace avec justement des zones de concentration suffisantes, logiquement, les salariés s'y retrouvent totalement. Donc, je ne crois pas beaucoup au retour du bureau fermé. D'accord. Personnellement. Mais ça, c'est un avis assez personnel quand même. Mais bon, après.
Et puis aussi, le bureau fermé, c'est potentiellement, on parlait de problématiques de coûts. Revenir à des bureaux fermés, ça sous-entend d'avoir des espaces qui soient beaucoup plus importants en termes de volume. Donc, enfin, là, c'est juste pas possible. De coûts, et puis même de notions de développement durable, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'imaginer qu'on puisse déployer des mètres carrés, tu en voilà, enfin, ça n'a pas de sens pour moi. D'accord. Donc pour toi, pas de bureau fermé, simplement un flex office avec plus de télétravail et donc plus d'espace pour les présents. Voilà, et puis un aménagement qui soit étudié suffisamment bien pour amener des espaces de concentration, des espaces de collaboratifs, des espaces, enfin, de démultiplier les espaces. Ouais. Voilà, démultiplier les espaces qui permettent d'accueillir différemment le salarié. Alors ça sous-entend aussi que le salarié doit être dans une posture différente aussi, et c'est pour ça que la conduite du changement, elle est importante à ce niveau-là. Alors, du coup, on a comme question, est-ce que bureau fermé plus home office plus salle de réunion peut être la solution? Alors, en fait, ça dépend de l'équilibre et ça dépend ça dépend en fait parce que le home office, que je disais tout à l'heure, c'est que si on le systématise, oui, on pourrait imaginer des espaces comme cela. Mais malgré tout, ce que je disais tout à l'heure, ça vaut pour cette question-là, c'est-à-dire que les espaces fermés, enfin des bureaux fermés, c'est extrêmement gourmand en mètres carrés. Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense à l'aménagement d'un espace de coworking que j'utilise, qui effectivement a des bureaux fermés, si on peut dire, mais ce sont vraiment des petites cabines téléphoniques où il y a possibilité juste de s'isoler si jamais on a besoin. Peut-être que c'est dans ce sens-là que la question est demandée. Alors, tout à fait. Après, en effet, quand je parlais de lieux de concentration, ça peut être tout à fait des petites cabines en fait, qui permettent de se poster pendant… alors, évidemment, ça ne permet pas de se poster pendant 8 heures, une cabine comme celle-là, mais on peut y travailler en concentration pendant 1 heure ou 2 heures. Enfin, en tout cas, la vie des usagers d'un espace de travail, elle est multiple. En fait, il y a des moments de concentration, il y a des moments de collaboration, il y a des moments d'apaisement où il faut se reposer ou autre. Et donc, les 7 usages dont je parlais, à partir du moment où on a ces 7 usages qui sont mis avec des espaces dédiés qui sont mis à disposition des salariés, logiquement, ça répond aux attentes des salariés. Donc, imaginez des bureaux fermés où on s'isole pendant 6, 7, 8 heures, c'est quand même antinomique avec ce besoin qu'a l'entreprise de faire circuler l'information, le besoin de faire circuler les personnes pour la créativité, pour développer tous ces éléments-là. Et l'innovation. Parce qu'on ne peut pas innover tout seul dans son bureau, c'est pas concevable. Je te suis complètement. Tu disais que la prise de température était possible mais déconseillée. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est pour une question de liberté individuelle, en fait, tout simplement. Okay. On ne peut pas systématiser quelque chose comme ça. C'est pas possible. Enfin, on ne peut pas imaginer je sais pas moi, la RH avec son petit thermomètre mesurer la température de tous les salariés qui rentrent dans l'entreprise. C'est juste pas possible. Enfin, c'est pas concevable. Et donc, potentiellement, ça peut se faire sous réserve que le salarié soit d'accord, parce qu'il va être fiévreux et qu'il se dit, tiens, il y a un problème là, il va peut-être falloir qu'on sache tout de suite s'il y a un souci. Mais en tout cas, parce que je pense que ça pourrait être… Je pense que s'ils l'ont mis dans le protocole, c'est parce que ça pouvait peut-être être une idée de certains entrepreneurs, comme quoi, pour sécuriser en fait l'espace. Bon, mais sauf que ça n'est pas du tout conseillé, mais pas du tout. C'est absolument pas à faire. D'accord. Ok, merci. Est-ce que tu aurais quelques conseils pragmatiques pour l'accueil des télétravailleurs?
au retour du confinement? Des conseils pratiques, eh ben, dans un premier temps, c'est déjà comment dire, de discuter de ce qui s'est passé. C'est d'avoir en fait un moment un sas de décompression en fait, hein, et de pouvoir faire des. Alors, la problématique, c'est que tout le monde a un petit peu comment dire, tout ce qui est visioconférence, enfin réunion par Internet, ça commence à devenir un petit peu lourd. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut faire pour ça, mais en tout cas, si c'est pas possible en présentiel, il vaut mieux le faire quand même de cette façon-là. Mais en tout cas, de faire ce sas de décompression, de pouvoir recueillir les freins, les attentes des salariés, et donc de les accompagner là-dessus pour répondre à leurs soucis d'insécurité, et donc pour avoir potentiellement leur faire comprendre qu'ils peuvent arriver dans un environnement safe, que potentiellement on peut, en aménageant le télétravail, justement faire en sorte qu'il y ait une circulation qui soit alternée et qui permettent donc de pouvoir répondre à toutes ces contraintes sécuritaires. Et en tout cas, l'accueil des télétravailleurs ne peut pas être fait sans ce sas de décompression et sans cette capacité de pouvoir les faire parler de leurs craintes et de leurs attentes. D'accord, merci. Alors, la dernière question, donc je reprends celle de l'hôteling. Bureau à la carte, espace partagé dans le contexte hôtelier. Oui, c'est ça. En fait, là, en l'occurrence, bon, ça revient à parler de coworking, en fait. Hein, le télétravail, en fait, ça peut se faire chez soi, pourquoi pas, mais ça peut se faire aussi dans des structures. En fait, l'entreprise, à mon sens, dans l'idée et dans l'idéal, dans ces fameux projets de réaménagement qu'on peut avoir à l'avenir, et de continuité de qualité de vie au travail pour les salariés jusqu'à chez eux, c'est de pouvoir leur proposer de travailler soit chez eux, parce qu'ils ont un environnement, enfin parce qu'on peut leur faire un environnement de travail suffisamment bien équipé et voilà, ou aussi de leur proposer de pouvoir télétravailler depuis à proximité de chez eux, bien sûr, pour que ce soit en cohérence, mais à proximité de chez eux, des endroits où on peut travailler, alors l'hoteling, le coworking, enfin toutes ces comment dirais-je, structures qui peuvent accueillir les télétravailleurs de façon simple et là encore sécurisée, puisque les espaces de coworking font tout pour faire en sorte que les espaces ils auront les mêmes contraintes hein, que les entreprises hein, pour l'accueil de leurs usagers. Donc voilà, moi je crois beaucoup au fait de pouvoir faire en sorte que le salarié ne soit plus soit dans l'entreprise en présentéisme total, soit chez lui, mais puisse être nomade et puisse aller dans différents endroits pour travailler. D'accord. Et notamment parce que les interactions, et l'entreprise a tout intérêt à faire ce type de proposition à ses salariés, parce que l'interaction des salariés sur des structures où ils vont rencontrer d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec elles, voilà, là c'est extrêmement riche pour l'entreprise. Oui, pour la créativité. Et pour la créativité, ouais. Oui. Ok, super. Merci beaucoup Béatrice pour toutes ces explications. On a fait une longue session de questions-réponses, mais c'était super intéressant. Alors, ce cycle de conférences organisé par The Happy Collective touche à sa fin. Mais vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là dans nos démarches pour favoriser le bonheur au travail. On va revenir, peut-être sous d'autres formats, peut-être en présentiel. On ne sait pas encore. En attendant, vous allez tous recevoir un email avec le lien du replay de cette visioconférence, que Béatrice accepte que cette Bien conférence sûr. soit publique. Merci pour ça. Et vous aurez aussi un lien vers le site de Happy Collective pour en savoir un petit peu plus, notamment Isabelle sur notre réuniologue, par exemple. Voilà.
Et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous aurez mes coordonnées directement dans l'email. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à toi, Merci de votre Béatrice. présence. Merci à vous, les participants, pour votre présence, pour vos questions. Hugo nous dit « Merci, mesdames, très instructif et je suis en totale adéquation avec cette présentation. » Merci, c'était très intéressant. Merci, Hugo. Merci à tous pour vos retours. Et puis voilà, peut-être à très bientôt. Et puis en attendant, on vous souhaite, on espère en tout cas, une bonne fin de confinement. Voilà, merci à vous et puis bonne fin de confinement et puis bon retour dans vos structures. Et puis n'hésitez pas à demander à pouvoir en parler et voilà, pouvoir vous exprimer auprès de votre management, ça me paraît indispensable. Merci pour ça. Voilà. À bientôt. Bon week-end à tous. Au revoir. Salut.